Au courant d'une matinée on ne peut plus banale, je m'adonnais à mon passe-temps favori, regarder la télévision. Tout se déroulait à merveille lorsque soudain, je vis une publicité pour des lardons bien élevés. À ce moment-là, je me dis, il y a vraiment un truc qui cloche. Face à l'abondance de publicités de ce genre, le constat était simple pour moi. Dans la pub, les animaux sont invisibilisés. On parle de steak, de lardons, mais on ne sait même plus d'où ça vient. Enfin ça, c'était ce que je pensais au début. Mais j'ai vite compris que la situation était plus complexe. En fait, il y a des fois où l'on parle de jambon et l'on montre quand même des cochons. Et l'on peut ajouter que tous les animaux ne bénéficient pas du même traitement dans la publicité selon la place qu'ils ont au sein de la société. Je vous propose ainsi de passer au peigne fin la place des animaux dans les pubs. On commence tout de suite avec notre première partie. Dans les publicités pour des produits carnés, l'animal est très souvent absent. Seule sa chair appelée viande ou sa production apparaît et toute référence à l'animal est évacuée. Cette invisibilité est liée au fait que les animaux d'élevage sont perçus et utilisés concrètement comme des marchandises dont on peut librement disposer, où on veut, quand on veut. L'être sensible est bien souvent nié. Cette négation est le fruit d'un processus de désindividualisation mis en œuvre par les publicitaires. On omet l'existence propre des êtres exploités, on les réduit à leur aspect matériel. Le dominé n'est qu'un corps et rien de plus, comme le montre bien cette pub. Déguster le bœuf de Pâques. Mais le bœuf ici, ce n'est déjà plus l'animal, c'est un simple produit. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si la tête est coupée, cela réduit la subjectivité de l'être sensible à néant. On retrouve cette même invisibilisation avec le jambon bien élevé ou encore le chicken sur pâte. À ce sujet, l'auteur Carol J. Adams parle de référent absent pour désigner la façon dont les animaux sont représentés dans les publicités. Chose intéressante, les animaux d'élevage ne sont pas les seuls à bénéficier de ce traitement publicitaire. En effet, il y a aussi les femmes. Femmes que l'on représente volontiers comme un objet de désir sexuel et que l'on comparera ainsi à un bout de viande. Plus sexiste, tu meurs. Mais ce type de traitement ne choque même plus, tout simplement parce qu'il apparaît comme inhérent à la publicité. Comme le dit si bien l'écrivain François Brune, la publicité est ce discours idéologique qui conduit à ne plus voir les réalités de la vie, les valeurs de la vie, les dimensions de l'être et les êtres eux-mêmes, que comme des marchandises qui se produisent et se vendent. Effectuons maintenant un léger tournant en analysant plus particulièrement le rôle du langage dans cette marchandisation des êtres sensibles. Cette photo fournit un bel exemple de violence symbolique. Entre le slogan « Ceci n'est pas une vache » et la dénomination de « race à viande », le message est clair. La nature même de ces bovins est de finir dans nos assiettes, d'être à notre disposition. À cet égard, la page des bovins sur Wikipédia est une véritable mine où l'on peut trouver des pépites du genre « Les bovins servent à la production, leurs fonctions sont… » et j'en passe. Mais alors, où est-ce que ça nous mène ? Eh bien, ce langage épuré, utilisé par les publicitaires afin de modifier la réalité, fait penser à un roman. Je parle bien évidemment de 1984 de George Orwell, où la télévision a pour rôle de dicter les comportements des citoyens en étouffant leur esprit critique. Cela passe notamment par le recours à la novlangue, c'est-à-dire un langage très pauvre, réduit au strict nécessaire afin de restreindre le nombre de concepts avec lesquels la population peut réfléchir. Tout cela pour rendre les habitants plus manipulables et ainsi servir la propagande étatique. On peut néanmoins noter que dans notre cas, la déformation de la réalité par le langage n'est pas utilisée par un État totalitaire, mais bien par un système oppressif, celui qui encourage l'exploitation et le meurtre des animaux à des fins lucratives. D'ailleurs, n'allez surtout pas prononcer ces termes absolument tabous, bien qu'ils décrivent une réalité. Parlez plutôt d'amour des bêtes, de tradition, de fin de vie heureuse. Et bien justement, c'est ce qu'on va désormais aborder dans notre seconde partie.
Mais pourquoi est-ce que j'ai autant dramatisé, moi? Ça n'a pas de sens enfin. Les animaux d'élevage sont quand même montrés à la télé, et en plus, ils ont l'air joyeux. C'est évident, la pub le montre bien. Bon, si tout un chacun se doute bien qu'on est loin de la réalité, le fait d'être mis en contact avec ces pubs en permanence contribue quand même à rendre acceptable l'idée que pour les animaux d'élevage, la vie est un long fleuve tranquille et donc il est acceptable de les exploiter. Après, comme je l'ai dit, certains consommateurs ne sont pas dupes. Ils achètent de la viande tout en sachant que la vie des cochons n'est pas rose, que celle des agneaux n'est pas douce, mais ils se résignent à le faire. Mais que dire des enfants? Et ouais, c'est quand même eux qui pour beaucoup regardent la télé. Et ils n'ont peut-être pas le même esprit critique que leurs aînés. Ainsi, on peut se poser la question du choix. Si l'on est désinformé sur les conditions d'exploitation et d'abattage des animaux dès le plus jeune âge, manger des animaux est-il un choix? Bien sûr que non. Déjà, c'est bien souvent le choix de nos tuteurs. Mais si en plus les pubs et dessins animés préférés des enfants leur donnent carte blanche, pourquoi se priver? Et puis il y a également les jouets qui normalisent l'exploitation animale, érigée au rang de phénomène naturel et nécessaire. Face à cela, l'enfant intériorise quand même l'idée que le rapport homme-animaux est immuable. Un jouet, aussi inoffensif soit-il, reflète toujours une vision du monde et la banalise. C'est également le cas avec les jouets genrés qui renforcent les stéréotypes de sexe chez les enfants. Bon, je vous rassure, une fois qu'on a passé un certain stade de maturité, ces déterminismes sociaux et même les messages publicitaires n'ont plus forcément autant d'influence sur nous. On devient le pilote dans le cockpit, un individu responsable et capable de prendre des décisions. Donc l'emprise de la publicité sur notre esprit critique n'est pas nécessairement inéluctable. Mais voyons tout le mal qu'elle se donne pour créer un monde où tous les animaux sont indifférents au sort qui leur est réservé. Regardons cette affiche par exemple. Qui se douterait un instant que les animaux d'élevage accordent de l'importance à leur existence? Qui oserait un instant parler d'oppression et d'exploitation à la vue d'un poulet, bœuf et cervelé? Et encore, vous n'avez rien vu. Ça, ce n'était que des bestioles indifférentes à l'idée de terminer dans une assiette. Mais certaines sont heureuses de savoir qu'elles finiront leur vie dans un palais. Les cochons, par exemple, se dorent la pilule dans un monde idyllique. C'est ce que j'appelle la happification, le fait de montrer des animaux joyeux aux consommateurs pour que jamais ils n'éprouvent de culpabilité. Je vous ai ainsi rassemblé de beaux exemples de happification. Il y a déjà les steaks heureux, on notera d'ailleurs le côté vraiment glauque de cette image. Puis il y a la vache rouge et hilare qui rend inconcevable l'idée de souffrance et de marchandisation d'êtres sensibles. Mais il y a aussi les canards heureux de finir dans du foie gras. C'est sûr, quand on y regarde de plus près, ça a l'air vraiment une pure partie de plaisir. Mon préféré, c'est quand même celui-là. On fait manger des bébés moutons à des bébés, tout le monde est content et en plus, c'est source de fer. Ici, la publicité nous montre clairement des animaux contents de finir en boîte. Donc pas besoin de se préoccuper de leur sort, ils sont heureux. D'ailleurs, ce sont bien souvent les animaux eux-mêmes qui se sacrifient volontairement pour nos papis. Ça paraît fou, hein? Et pourtant, c'est bien ce que montrent les publicitaires à l'heure actuelle. Ils représentent par exemple des cochons qui sont heureux de vous offrir du bacon. Ce phénomène, notamment souligné par la page Je suis une pub spéciste, s'appelle la suicide food. En voici quelques exemples repérés. Il y a déjà la mise en scène de cochons et de dindes mortes. Ce qui est intéressant ici, c'est la référence à la femme. Encore une fois, corps animal et corps féminin sont considérés comme des objets de plaisir, appropriables et consommables. Ensuite, il y a le rêve du poisson qui serait de finir en soupe. Pour lui, pas de désir de vivre, mais juste celui de terminer dans un bol. Certains animaux auraient une nature spécifique, celle d'être mangés par l'homme. Dès lors, comment leur consommation pourrait-elle être remise en question? Elle ne ferait que correspondre à l'accomplissement de leur fonction, ce serait dans l'ordre des choses. Cette idéologie naturaliste explique en partie la façon dont nous représentons les animaux. Ils sont consentants, heureux de s'offrir à l'homme comme objet de consommation. Par conséquent, il n'y aurait aucune raison justifiant que les consommateurs ne les mangent pas. C'est d'ailleurs la vache elle-même qui nous supplie de boire son lait à coups de « boivez-moi ». Et ça passe bien auprès des consommateurs.
La marque en question étant drôle, dynamique, elle forme une tribu et met ainsi les clients en confiance. Mais derrière cette communication bien menée, les coulisses sont très classiques, souffrance et aliénation. La vache à boire n'est qu'un produit assujetti aux intérêts humains. On l'aura compris, dans la pub les animaux sont joyeux et certains sont même prêts à sauter dans la marmite. C'est peut-être lié au fait que leurs conditions d'élevage ne sont pas si mal. Enfin je dis ça, c'est ce que je vois souvent à la télé. Prenons cette pub par exemple. Le message est clair, il n'y a pas de raison de parler d'élevage intensif. Le poulet est la belle rouge, les éleveurs de chaland ont veillé à son bien-être, comme pour les cailles entassées à 60 par mètre carré et tuées au bout de 42 jours. Donc surtout ne vous faites pas de bile. Il faut dire que certains éleveurs mettent le paquet pour vanter l'innocence de leur activité. Certains proposent des jeux pour les enfants afin qu'ils découvrent ô combien les cochons sourient et se tiennent au chaud, un peu comme au Club Med. Et puis il y a ceux qui misent sur des valeurs positives, la passion, la fierté, l'engagement, la famille française. D'autres, en revanche, misent sur le bio et le plein air. N'empêche qu'en France, 95% des cochons naissent dans des élevages intensifs. Alors bien sûr, les animaux sont probablement mieux traités dans des élevages biologiques ou plein air que dans les élevages intensifs. Mais en quoi l'absence de mauvais traitement justifie-t-elle le droit de s'arroger le pouvoir de vie ou de mort sur un individu? Parce que oui, il faut le dire, à l'arrivée c'est la même chose. Élevage bio ou pas, l'abattoir ne fait pas de cadeaux. Puis c'est plutôt difficile de respecter un animal qu'on considère comme un aliment. Le respecter, ce serait plutôt s'interroger sur son existence propre, sur ses intérêts. Abordons désormais un paradoxe. Si les animaux d'élevage sont au mieux invisibles, au pire rendus joyeux par la désinformation publicitaire, on constate que parallèlement, les animaux domestiques et sauvages sont surreprésentés dans les publicités. Beaucoup de publicitaires font le choix d'utiliser un animal domestique ou sauvage dans leurs pubs, même quand les produits promus n'ont rien à voir avec la nourriture ou les animaux de compagnie. On peut donc se demander pourquoi une telle surreprésentation. Déjà, une piste s'offre à nous. Un Français sur 3 possède un animal de compagnie. Les Français sont donc habitués à en voir à tous les coins de rue, et ainsi, la pub leur rappellerait leur propre expérience, raison pour laquelle elle serait davantage mémorisée par les consommateurs. Et ce, même si le produit promu n'a rien à voir avec l'animal. Telle est l'analyse de Karen Lansendorfer, une prof spécialiste des animaux dans la pub. Elle a notamment montré que la présence du chien dans une publicité favorise une attitude positive à l'égard de la publicité. Le traitement de l'information serait heuristique. C'est-à-dire que de manière intuitive et rapide, le consommateur ressentirait de la sympathie pour la pub à la vue du canidé. Il est vrai que le chien est devenu un membre de la famille à part entière, on adore le bichonner, lui parler, quitte à l'anthropomorphiser, même si cela fait parfois mal aux yeux. Revenons à nos moutons. De manière plus générale, 4 types de rôles ressortent de l'analyse de la place de l'animal en publicité. Premièrement, il y a l'animal consommateur. Par sa présence, il cautionne la consommation du produit destiné aux animaux. C'est par exemple le goûteur de croquettes que l'on retrouvera chez Royal Canin. Deuxièmement, il y a l'animal dessiné qui incarne la marque. Ici, l'animal n'est plus un témoin, c'est un objet marketing façonné par un système médiatique comme le chameau de Camel par exemple. Le troisième type est celui de l'animal valeur. Dans ce cas, une marque fait référence à une qualité reconnue à l'animal et se l'attribue. C'est le cas de la douceur de l'ourson que l'on retrouve chez l'adoucissant Cajoline, ou encore de l'énergie du tigre dans les céréales Frosties. Enfin, il y a l'animal personnifié. Il illustre un message de façon humoristique et favorise l'identification du consommateur. C'est cette catégorie qui est la plus souvent privilégiée par les publicitaires. Et pour quelle raison à votre avis? Parce que ça attire vraiment l'attention. Que vous soyez propriétaire ou non d'animaux, que vous vous identifiez à eux ou non, que vous soyez enchanté de les voir ou non. En effet, selon l'étude de Canel de Pitre et Valzer Lucchesi, lors de l'exposition à une publicité où il y a des animaux, le consommateur peut adopter 4 types de comportements. Soit il est anthropomorphiste et se laisse séduire par les sentiments humains que lui renvoient les animaux mis en scène.
soit il est désenchanté et rejette la publicité dans l'incompréhension face à l'utilisation incongrue de l'animal dans l'annonce publicitaire. Et puis il y a le récepteur spéciste, celui qui refuse la substitution de l'homme par l'animal, car selon lui, l'animal n'est pas l'égal de l'homme. Enfin, il y a l'enchanté, celui qui apprécie l'humour et le second degré lié à l'utilisation de l'animal, au point d'éprouver un sentiment positif pour la marque. L'ensemble des réactions est donc diversifié. D'ailleurs, même un individu qui s'identifie à l'animal peut s'opposer au message publicitaire. Le consommateur peut en effet s'estimer manipulé par la marque qui utiliserait ses sentiments à l'égard de l'animal pour faire passer un message mensonger. C'est ce qui est arrivé avec la pub Actimel, où l'on voit des animaux sauvages qui sont filmés dans leur milieu naturel et l'adulte a un comportement protecteur vis-à-vis de son petit. La publicité se termine avec une maman et sa fille qui s'offrent mutuellement le produit Actimel sous le slogan « Protéger est le plus naturel des gestes ». Certains soulignaient à juste titre ce gros paradoxe. C'est à cause de la surconsommation humaine que certains animaux sont en voie d'extinction, et pourtant on les utilise pour consommer encore plus et donc les exterminer davantage. Finalement, l'animal dans la pub possède un vrai potentiel d'attractivité. Il ajoute une touche d'émotion, de sympathie et de divertissement qui plaît, qui capte l'attention. Même s'il y a un risque de rejet de la pub lorsque le consommateur a le sentiment d'être manipulé ou ne trouve pas pertinente l'utilisation de l'animal. On peut toutefois remarquer que la publicité qui utilise l'animal s'inscrit généralement dans l'évolution de la société face à la place de l'animal. En fait, l'ensemble de ces pubs serait un miroir tendu vers la société. Si on se rappelle le début de notre analyse, l'invisibilité des animaux d'élevage dans la pub serait donc le reflet de leur invisibilité quotidienne. Et l'omniprésence des animaux de compagnie dans la pub reflèterait leur omniprésence au quotidien. Mais que dire du décalage entre l'utilisation massive des animaux sauvages et le fait qu'on ne les voit jamais en réalité et que certains sont menacés d'extinction ? On voit bien là la limite à considérer ces pubs comme des miroirs. D'autant plus que la pub est devenue elle-même un moyen d'influencer les mœurs. Si la pub n'invisibilisait pas les animaux d'élevage ou ne procédait pas à leur hapification, l'opinion publique se préoccuperait peut-être davantage de leur sort. On l'aura compris, c'est cette influence de la publicité sur les mœurs qui a une très grande portée, autant morale que politique. Elle contribue à façonner la définition de ce qui est acceptable ou non, de ce qu'il faut défendre ou non. D'où l'importance de redoubler de vigilance face à une pub et de sonder d'abord nos propres valeurs au lieu d'accueillir chaque publicité à bras ouverts. Mais le véritable enjeu est d'éduquer la jeunesse d'aujourd'hui et de demain au traitement de l'information, notamment en encourageant la remise en question des idées toutes faites et des stéréotypes qu'on leur sert à la télé et dans les pubs. Ainsi, on développerait l'esprit critique des citoyens qui seraient capables de faire des choix plus réfléchis en matière de consommation, ce qui serait préférable à la soumission aux dictats des tendances publicitaires. Tendances publicitaires qui sont largement spécistes à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les publicités accordent une considération morale supérieure aux humains et aux animaux de compagnie, d'où le traitement discriminatoire qui en découle à l'encontre des animaux d'élevage. Et pour faire changer les choses, c'est à nous de rompre avec l'invisibilité de ces bêtes innocentes, qui méritent d'être reconnues pour leur existence propre et non comme des produits. Nous pouvons tous le faire. D'autant plus qu'en tant que consommateurs, nous sommes les leviers du changement. Nous pourrions donc mettre un terme à cette injustice qui a fait son temps. Bien sûr, la publicité constitue un frein majeur à cette remise en question. Par ses mises en scène absurdes et ses tentatives de faire déculpabiliser le consommateur, elle entretient l'idée que rien n'est à changer. Et pourtant, il y a bien des choses à changer. D'ailleurs, les gens le reconnaissent. Ils sont souvent conscients du fait que les coulisses de la viande ne sont pas jolies. Mais lorsqu'on réfléchit sur des alternatives plausibles à ces pratiques insoutenables, on pense tout de suite à l'amélioration des conditions d'élevage. Le hic, c'est que ceux qui proposent ces mesures sont pour la plupart convaincus qu'il y a un niveau d'exploitation acceptable et qu'arrêter de manger des animaux ne serait pas envisageable. Or, justement, c'est possible. D'ailleurs, comme le disent si bien les abolitionnistes, l'utopie, ce n'est pas tant d'imaginer une société sans viande que de croire que l'on puisse un jour offrir une vie correcte et une mort sans souffrance à des milliards d'animaux tués chaque année pour la viande.